Le mot frustration, on l'utilise tout le temps, n'est-ce pas? Mais et si tout ce qu'on met derrière ce mot venait en fait d'une simple erreur de traduction? Une erreur qui a semé une pagaille monumentale dans notre culture. Allez, aujourd'hui, on va démêler tout ça. On remonte le fil pour comprendre comment un mot, un tout petit mot, a pu devenir aussi complexe et aussi débattu. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on est face à un paradoxe total. D'un côté, on entend partout qu'un peu de frustration, ça forge le caractère, que c'est même essentiel. Et de l'autre, on nous explique qu'elle est à la racine de tous nos problèmes de société. Alors, la question se pose, non? Comment est-ce qu'une seule et même chose peut être présentée à la fois comme un remède et un poison? Regardez ça, c'est vraiment frappant. On a une opposition frontale. D'un côté, une vision politique qui dit que la frustration, c'est le mal, c'est ce qui pousse les gens vers le négatif, et de l'autre, un pédiatre super connu, Aldo Naori, qui lui va jusqu'à en faire l'éloge. Il la considère comme absolument nécessaire à l'éducation. La confusion est à son comble. C'est clair, on utilise le même mot, mais on ne parle absolument pas de la même chose. Alors, toute cette confusion, cette ambiguïté, ce n'est pas arrivé par hasard. Pas du tout. Pour y voir plus clair, il n'y a pas le choix, il faut faire un petit voyage dans le temps, revenir vraiment à la source du concept. C'est un peu une enquête qu'on va mener sur les traces d'un mot qui, en chemin, a complètement, mais alors complètement, changé de sens. Ok, c'est parti. On plonge au cœur du sujet. Et tout commence avec qui? Avec Sigmund Freud, bien sûr. Mais attention, à l'origine, Freud n'utilise pas le mot frustration. Non, il emploie un terme allemand bien particulier, qui décrit quelque chose de beaucoup, beaucoup plus précis. Et ce fameux mot, c'est Versagung. Il faut bien le retenir, celui-là. Parce qu'avec Versagung, on doit oublier tout de suite l'idée d'un sentiment, d'un état d'âme. Non, la Versagung, c'est une action, c'est concret. C'est l'acte de refuser quelque chose. Un refus qui est dit, qui est formulé avec des mots. En gros, c'est quelque chose qu'on fait à quelqu'un, pas quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. D'ailleurs, si on décortique le mot, tout devient limpide. C'est ça qui est génial avec l'allemand parfois. On a sagen, qui veut dire dire. Et on a le préfixe ver, qui lui marque la privation, le fait d'enlever quelque chose. Donc, Versagung, littéralement, c'est un dire qui prive. Et c'est ça le cœur du sujet, l'élément crucial qui va se perdre en route, l'idée de dire, l'acte de parole. Et il faut bien comprendre dans quel contexte Freud utilise ce mot. En 1908, il est hyper précis. Pour lui, ce n'est pas n'importe quel refus qui peut rendre malade. Non. C'est très spécifiquement la Versagung, donc le refus verbalisé, de la satisfaction sexuelle. Un refus imposé par la société, par la morale de l'époque. Et c'est ça pour lui qui est à l'origine de la névrose. C'est une idée complètement révolutionnaire à l'époque, qui vient remplacer son ancienne théorie du traumatisme. Bon, et maintenant, on arrive au moment charnière. Le moment où tout bascule. Parce que ce concept de Freud, il ne va pas rester tranquillement en Allemagne. Il va voyager, il va être traduit. Et c'est là, dans ce passage d'une langue à l'autre, qu'il va devenir méconnaissable. Regardez ce tableau, il résume le drame en quelques mots, c'est parfait. D'un côté, on a la Versagung, un acte, un refus qui vient de l'extérieur, de la société et qui est dit. De l'autre, sa traduction, frustration, un état, un sentiment, une déception qu'on ressent à l'intérieur. C'est incroyable, on passe d'une interdiction sociale à une expérience purement subjective. Le concept a été retourné comme un gant. Et l'impact de ce changement, il est colossal. Ce n'est pas juste un mot qu'on a changé, non. Comme le dit cette citation, c'est carrément un champ sémantique complètement nouveau qui a été créé. Pensez-y une seconde. Un seul mot, mal choisi lors d'une traduction, a donné naissance à une idée toute neuve qui va marquer tout le XXe siècle. Mais alors, pourquoi est-ce que ça a pris? Pourquoi ce nouveau concept a eu autant de succès? Eh bien, tout simplement parce qu'il est arrivé au parfait moment. Il est venu mettre un nom sur une expérience, un ressenti intérieur que beaucoup de gens vivaient, mais qui n'avait pas de légitimité, un sentiment qui était souvent écrasé par la morale ou la religion. Et à partir de là, le mot frustration va s'échapper du cabinet du psychanalyste. Il va se diffuser partout, il va infuser toute la culture pour devenir un mot-clé, une grille de lecture centrale pour comprendre aussi bien les individus que la société tout entière. Le voyage de ce mot est juste saisissant. On récapitule. On part d'un concept technique de psychanalyse en 1908. Au milieu du siècle, ça devient un sentiment un peu à la mode. Dans les années 60 et 70, c'est carrément un slogan politique, un cri de ralliement pendant la révolution sexuelle. Et aujourd'hui, eh bien le voilà au cœur des angoisses parentales, en plein milieu des débats sur l'éducation, où il sème une confusion pas possible. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que ce mot a eu un pouvoir immense. Il a validé une expérience, il lui a donné une légitimité. Tout à coup, on avait le droit de dire « je suis frustré ».
Ce n'était plus un caprice, c'était un sentiment reconnu. Forcément, c'est devenu un mot phare pour les ados, une sorte d'étendard. Et, en miroir, une source d'angoisse terrible pour les parents. Bon, on a bien vu le problème, l'impasse est totale. On est passé d'un acte à un sentiment. Alors, comment on fait pour sortir de ce pétrin? Eh bien, il y a eu des tentatives pour revenir en arrière, pour retrouver le sens originel. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et là, une figure majeure entre en scène, la pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto. Et elle arrive avec un concept au nom un peu percutant, disons-le, les castrations symboligènes. Son but, c'était justement de nous sortir de ce débat sans fin, de ce pour ou contre la frustration. Elle voulait qu'on arrête de parler du sentiment et qu'on se reconcentre sur l'essentiel, l'acte de refuser et son rôle absolument fondamental dans la construction d'un enfant. Alors, ce terme un peu barbare, castration symboligène, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est simple. Castration, ici, ça veut juste dire limite, refus. C'est pour remettre l'accent sur l'acte. Et symboligène, ça veut dire qui crée du symbole, qui crée du sens. Ça souligne que ce refus n'est pas une violence, c'est un acte de culture qui passe par le langage. C'est un refus qui a du sens. Et là, la boucle est bouclée. C'est magnifique. Avec ces castrations symboligènes, Dolto nous ramène pile poil à ce que Freud appelait la versagong. On retrouve exactement la même idée, celle d'un refus qui n'est pas destructeur, mais structurant. Une limite qui est posée non pas par la force, mais par la parole. C'est le fameux dire qui prive. Donc, pour résumer toute cette histoire, c'est vraiment le récit d'une métamorphose. On est parti d'un acte très spécifique, la versagong, et on est arrivé à un sentiment très général, la frustration. Et c'est cette double face, ce double sens du même mot qui crée tout le paradoxe aujourd'hui. Quand on se demande si la frustration est bonne ou mauvaise, en fait on mélange tout. On mélange le sentiment de frustration et l'acte éducatif qui consiste à poser une limite. Voilà, on arrive au bout de notre enquête. Mais avant de conclure, j'aimerais qu'on prenne un tout petit peu de hauteur, avec une dernière question. Une question qui va bien au-delà du mot frustration et qui touche au pouvoir incroyable du langage. Et cette question, c'est celle-ci. Quand on crée un mot pour nommer un sentiment, un mot qui se répand partout, est-ce qu'on ne finit pas par créer ce sentiment lui-même, ou du moins par le façonner, l'amplifier? C'est une réflexion assez vertigineuse, je trouve, sur cette relation un peu magique, un peu secrète, entre les mots qu'on utilise et ce qu'on ressent au fond de soi. Ça laisse à réfléchir, n'est-ce pas?